Exploration génétique somatique des malformations vasculaires. Franck El-Sissi, vas-y, à toi. Bonjour à tous, donc Franck El-Sissi, je suis interne en anatomie pathologique et c'est un travail qu'on a réalisé l'année dernière en collaboration avec Mélanie Herriès de la génétique à la Pitié-Salpêtrière et Anouk Bisdorf, neuroradiologue à l'hôpital Lariboisière, qui a porté donc sur l'exploration du spectre mutationnel des malformations artério-veineuses superficielles et la corrélation entre le génotype et le phénotype. Donc rapidement, les MAV ou malformations artério-veineuses, ce sont des anomalies vasculaires qui sont définies par l'absence de réseau capillaire normal entre une artère et une veine. Et il y a une communication directe entre l'artère et la veine avec un flux sanguin à haut débit. Donc le contexte clinique, ce sont des lésions congénitales rares. Les MAV sont majoritairement au niveau cérébral et non, c'est uniquement attaché aux MAV extracrâniales ou superficielles. Donc ils sont de localisation cutanée ou subcutanée. Donc les manifestations cliniques sont assez variables. Ça peut être une simple tache vasculaire. Après, le nidus peut augmenter de taille et entraîner certaines complications comme des hémorragies et de la nécrose. La problématique, c'est que le traitement actuel est basé sur l'embolisation ou la résection chirurgicale, qu'il peut y avoir des récidives et que le traitement n'est pas forcément optimal pour ces patients, avec ces MAV qui sont majoritairement au niveau de la sphère ORL et donc un impact clinique et un impact voilà, pour le bien-être de ces patients. Donc là, juste dans le cadre de cette étude, on a distingué les MAV d'aspect limité qui avaient un nidus compact et qui avaient une invasion limitée au niveau du tissu cutané ou subcutané, et les MAV qu'on a appelé d'aspect étendu avec un nidus large qui avait des afférences multiples et qui avait une invasion profonde d'autres tissus comme les muscles et les os. Donc là, c'est les classifications cliniques et artériographiques qui sont basées sur la sévérité de la malformation artério-veineuse. Au niveau de la génétique, il y a eu des publications très récentes, donc à partir de 2018, qui ont montré qu'il y avait des mutations somatiques qui expliquaient ces malformations. Donc, c'est des mutations qui sont uniquement au niveau du tissu lésionnel. Ce sont des mutations qui ne sont pas héréditaires. Et ce qui était intéressant, c'est que ces mutations sont localisées dans des oncogènes. Donc, ce sont des mutations qui ont déjà été décrites dans un certain nombre de cancers et qui sont connus. Et ces mutations vont entraîner en fait une activation de la croissance cellulaire. Donc, c'est ce contexte-là qui nous a amené à faire une analyse génétique sur une cohorte de patients à l'hôpital Lariboisière et de faire une comparaison entre le génotype et le phénotype de ces patients. Donc, c'est une cohorte qui a porté sur 23 patients atteints de malformations artério-veineuses superficielles qui étaient tous opérés et pour lesquels on avait accès à du tissu congelé. Donc là, c'est le workflow de l'étude. Donc, on a réalisé un séquençage ciblé à partir d'un panel dédié aux anomalies vasculaires et à l'oncologie moléculaire. Donc, ce n'était pas un panel commercial qui analysait uniquement les mutations décrites en oncologie. Donc, c'était vraiment ciblé sur la malformation, sur les malformations vasculaires. Donc, au niveau des résultats, donc, on a remarqué qu'il y avait un très grand nombre de patients qui avaient une mutation somatique, donc près de 80% des patients. La fréquence allélique, elle est de 2 à 51%, que les gènes où on a retrouvé des mutations, c'était essentiellement le gène MAP2K1 KRAS, 2 patients avec mutation BRAF et 3 patients avec mutation RASA1. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des mutations qui ont déjà été décrites en oncologie moléculaire et pour lesquelles il y a des thérapies ciblées qui ont été développées et qui sont disponibles. Donc, il y aurait un parallélisme à faire entre malformations vasculaires, oncologie et avec une thérapie qui pourrait leur être proposée à terme. Ensuite, on a comparé en fait ces mutations à la clinique des patients et on s'est rendu compte que les patients qui avaient une mutation KRAS, ils avaient des MAV qui étaient localisés au niveau de la face, qui avaient un nidus diffus avec un stade clinique sévère et pour lesquels ils ont tous eu une récidive après résection chirurgicale. Alors que de l'autre côté, les patients qui étaient mutés MAP2K1, là, c'était plutôt des MAV limités. Pour un certain nombre d'entre eux, c'était au niveau de la lèvre et les récidives étaient beaucoup moins fréquentes pour ces patients-là. Donc, il y avait vraiment ce statut mutationnel et le phénotype de ces patients. Donc, les conclusions de cette étude, c'était tout d'abord un très grand nombre de mutations sur la cohorte, donc près de 80% de patients
mutés. Et pour les 20% restants, on se pose la question en fait, de l'hétérogénéité tissulaire. Comme on a analysé un tissu et ce qui nous intéressait, c'était les vaisseaux, il se peut que l'échantillon n'était pas assez riche en vaisseaux. Du coup, on n'a pas pu mettre en évidence les mutations. Et pour la première fois, il y a une corrélation donc, entre le génotype, l'angiotype et la sévérité clinique des MAV. Donc, ce travail a été publié en mars 2022. Et les perspectives, donc ces mutations, elles ont déjà été décrites dans certaines tumeurs. Il y a des thérapies qui sont disponibles, donc des inhibiteurs de MAP2K1, donc notamment le tramétinib. Et l'objectif, ça serait de voir l'efficacité de ces traitements dans les malformations artério-veineuses pour proposer une thérapie médicamenteuse. Donc ça, c'est les projets 2022-2023. Il y a un PHRC qui a été déposé par Anouk Wiesdorf. Donc le but, ce serait de déterminer le profil moléculaire à partir d'échantillons tissulaires et chez les patients pour lesquels il y a une mutation, de leur proposer un inhibiteur comparé au groupe non muté. Et l'objectif, ça serait la réduction à l'imagerie du volume de la malformation artério-veineuse ou alors la guérison complète de l'hémorragie ou de la nécrose. Les autres projets, donc là, je vous ai dit, c'est qu'on a fait l'analyse à partir de tissus congelés. Donc, ça entraîne une certaine problématique d'acheminer des prélèvements congelés en carboglace. Donc, l'étude, on voudrait le faire sur des blocs de paraffine où là, l'acheminement est beaucoup plus simple. Donc, on a ressorti 9 patients de la cohorte. Ça, c'est un travail en cours pour vérifier si on retrouve bien ces mutations pour faciliter l'analyse. Et aussi, un autre projet, c'est sur les biopsies liquides, là, qui fait l'objet d'un financement FAVA multi. Donc, ça serait de pouvoir avoir ces mutations juste sur un prélèvement sanguin et s'affranchir de la besoin de matériel tissulaire pour les patients. Parce que là, c'est que des patients opérés. Et l'objectif, ça serait chez les patients qui ne sont pas opérés, d'avoir ce statut mutationnel et à terme, leur proposer une thérapie ciblée. Voilà, je remercie toute l'équipe. Il y a beaucoup de monde derrière ce travail, que ce soit les neuroradiologues, les ORL, les généticiens, les anapathes. Et puis, merci pour le financement. Et j'espère revenir l'année prochaine avec les résultats des biopsies liquides pour voir si ça marche. Merci bien. Donc, on voit quand même qu'il y a 80% des biopsies qui étaient avec une mutation et que ça peut avoir des conséquences thérapeutiques. Donc, c'est quand même assez fort comme résultat, on va dire. Voilà, et juste un mot pour les biopsies liquides. On a fait l'analyse sur 5 patients, je ne l'ai pas dit, et sur les 5 patients, on a retrouvé chez 2 d'entre eux la mutation. Donc, l'objectif du financement de l'année prochaine, c'est d'augmenter la sensibilité de la technique pour valider et avoir ce statut mutationnel. Une question au fond. Attends. La biopsie liquide, vous l'avez faite quand? Pendant, avant, après le geste ou indépendamment de tout geste? Donc, là, ce qu'on a fait, c'était des prélèvements au niveau du pli du coude qui avaient été faits par Anouk en consultation. Mais après, on veut optimiser, savoir. C'était indépendant du geste, indépendant de la chirurgie. Et l'avantage des MAV superficielles, c'est qu'on peut faire des ponctions directes dans la malformation, contrairement aux MAV intracrâniennes. Donc, c'est aussi plus sensible quand on est plus proche du nidus. Et sinon, au pli du coude, c'est pour l'instant pas très porteur. Parce que tu as vu ce qu'on a vu à l'ISVA sur les prélèvements post-sclérothérapie. Est-ce que tu penses que ça s'applique aussi aux MAV? Alors, eux, ils ont fait dans des malformations veineuses. Et oui, c'est intéressant de voir si justement, on voulait faire un projet avec ça, en regardant si après une embolisation, une chirurgie, est-ce qu'on a un largage d'ADN et du coup, est-ce qu'on mettrait plus la mutation en évidence? Alors, au fait, je dis ça, on a une patiente chez qui on a fait une intervention chirurgicale de nombreuses années, qui est revenue en consultation, qui a fait une récidive de sa malformation de lèvres. Et ce jour-là, je l'ai prélevée en périphérique et c'est ce jour-là où on l'a vu en périphérique. C'est la seule où on l'a vu en périphérique. Donc, c'est une hypothèse à se dire qu'éventuellement, quand on fait une récidive ou en post-chirurgical immédiat, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a un largage? Merci. Ah, une dernière. Dernière.
Est-ce que vous avez recherché aussi des mutations constitutionnelles de ces gènes-là? Est-ce qu'il y a des prédispositions constitutionnelles? En fait, il y a des formes héréditaires qui ont été décrites de malformations artério-veineuses à l'origine, où là, oui, il y a des mutations constitutionnelles qui ont été mises en évidence dans les formes syndromiques, où là, il y a une transmission à la descendance. Mais en fait, là, les dernières études, ils ont montré que c'était majoritairement des mutations somatiques et donc au sein du tissu lésionnel. Et là, il n'y a pas de... Merci beaucoup.